Claude Sophie Hankins. Les images sont tout simplement terribles. Un pont de près de 3 km de long s'est effondré la nuit dernière tout près du port de la ville de Baltimore aux États-Unis. Plusieurs voitures se sont retrouvées dans les eaux glaciales du fleuve Patapsco. Vincent Maisonneuve, des équipes de plongeurs sont déjà à l'œuvre pour tenter de retrouver la vingtaine de personnes qui seraient tombées à l'eau. Une difficile course contre la montre. Les secouristes doivent conjuguer avec la noirceur, les débris et la température glaciale de l'eau à peine plus élevée que le point de congélation. Cette nuit, à 1h30, un navire qui s'appelle le Dali, un porte-conteneurs chargé, un navire de 300 mètres de long et de 50 mètres de large, naviguait sur le fleuve Patapsco. On voit sur les images que la proue de l'immense cargo a percuté directement l'un des deux principaux piliers de ce pont. On voit une lumière et en quelques secondes, toute la structure d'acier s'est tordue et s'est effondrée comme un véritable château de cartes. On ose à peine imaginer l'horreur pour les automobilistes qui circulaient sur la structure à ce moment précis. Le pont Francis Scott Key enjambe la sortie du port de Baltimore. C'est un axe routier important, c'est l'autoroute 695. Ceux qui voyagent entre Washington et New York vont assurément circuler sur ce pont-là en temps normal. Un pont qui a été inauguré il y a 47 ans, une structure d'acier de près de 3 km. Le tablier atteint une hauteur d'environ 50 mètres à son point le plus élevé. Et je le disais d'entrée de jeu, pour les secouristes, il s'agit maintenant d'une course contre la montre dans l'espoir de retrouver les survivants. Kevin Cartwright est responsable des communications pour le service des incendies de Baltimore. As you can imagine, this happened at 1:30 a.m. with limited visibility. Visibilité très réduite en raison de la noirceur. Il faut faire vite. L'eau est glaciale, une opération délicate parce qu'il y a encore des sections de ce pont qui sont suspendues dans les airs et une partie de la structure qui est également effondrée sur le navire. Merci beaucoup, Vincent. Au revoir. L'opération d'évacuation des Canadiens coincés en Haïti est suspendue. Ottawa a emboîté le pas hier aux États-Unis. Il y a d'autres pays qui ont décidé d'exfiltrer leurs ressortissants de villes en proie à la violence. Mais Jean-Philippe Robillard, c'est la météo qui joue les troubles faits. Oui, Claude Sophie, à cause des mauvaises conditions météo, les vols qui devaient partir hier soir, ont été reportés. Ils vont reprendre dès que la météo va le permettre, peut-être aujourd'hui. On ne sait pas. Il y a 18 ressortissants canadiens qui devaient être évacués hier. Des personnes plus vulnérables, des personnes qui ont besoin d'assistance médicale, des personnes également, Claude Sophie, qui ont des enfants. Alors donc, le gouvernement canadien va les rapatrier par hélicoptère vers la République dominicaine, le pays voisin, tout au long de la semaine. Et par la suite, ces personnes vont pouvoir rentrer au Canada. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, affirme qu'Ottawa a finalement décidé de lancer cette opération d'évacuation parce que la situation sur le terrain continue de se détériorer. On l'écoute. Je suis très au courant que la situation de sécurité est très, très difficile présentement et qu'il y a beaucoup de gens qui veulent quitter le pays, qui sont préoccupés. Présentement, nous avons environ 100 personnes qui ont dit qu'ils étaient intéressés de quitter, mais 30 qui ont vraiment levé la main parce qu'ils sont en mesure aussi de démontrer qu'ils ont un passeport canadien valide. Au total, Claude Sophie, il y aura environ 3000 ressortissants canadiens actuellement en Haïti. Mais il faut dire aussi qu'Ottawa veut aider ceux qui n'ont pas de passeport valide. Oui, le gouvernement canadien qui étudie d'ailleurs d'autres options pour les aider parce que la République dominicaine n'accepte sur son territoire que ceux qui ont un passeport canadien valide. Alors pour les autres, ceux qui n'ont pas de passeport canadien valide, Ottawa tente de trouver d'autres solutions avec d'autres pays de la région pour les évacuer eux aussi et les ramener éventuellement ici au pays. Merci Jean-Philippe. Merci, au revoir. Les raids israéliens sur la bande de Gaza se poursuivent malgré l'appel des Nations Unies à un cessez-le-feu immédiat. Le Conseil de sécurité de l'ONU a en effet adopté hier une résolution qui exige la fin des combats, du moins jusqu'à la fin du mois du Ramadan. Pour la première fois, les États-Unis n'ont pas opposé leur veto, ce qui a déclenché la colère du gouvernement israélien. Le ministère de la Santé du Hamas affirme qu'au moins 70 personnes ont été tuées dans des frappes nocturnes. Ces jours de budget en Ontario, le gouvernement de Doug Ford devrait entre autres annoncer des mesures pour réduire les primes d'assurance automobile des Ontariens, parmi les plus élevées au Canada. Les partis d'opposition craignent toutefois que la province ne s'attaque pas adéquatement à la hausse du coût de la vie et délaisse les plus démunis. Les précisions de Camille Griroy. What we can tell you is we aren't going to raise taxes. Le premier ministre promet de ne pas augmenter les impôts. La priorité de Doug Ford, remettre de l'argent dans les poches des Ontariens et continuer à stimuler la croissance économique. Our number one goal is keep the economy going. Les
progressistes conservateurs ont déjà annoncé un fait saillant de leur budget. La réduction de la taxe provinciale sur l'essence sera prolongée jusqu'à la fin de l'année. La mesure doit permettre à un ménage moyen d'économiser près de 130 $ annuellement. Mais ce rabais à la pompe n'aide pas à rendre la vie beaucoup plus abordable, estime le député libéral Ted Chu. Il y a un marché pour le prix de l'essence, donc une réduction de taxes, ça bénéficie aussi les producteurs de l'essence, ils peuvent augmenter le prix. Pour le chef du Parti vert, si la province veut vraiment aider la population à se déplacer à moindre coût, if this government wants to help people get around the province at lower cost, they would invest more in transit. elle doit investir davantage dans les transports en commun, dans la fiabilité du réseau. Et si le gouvernement veut aider les Ontariens à épargner, pourquoi ne pas proposer des incitatifs éco-énergétiques, ajoute Mike Schreiner. Le NPD espère enfin voir des investissements significatifs dans les services publics dans ce budget. Prioritizing public health care. En santé, en éducation et des cibles ambitieuses pour le logement abordable. Ici Camille Grégoire, Radio-Canada, Toronto. En bref, au pays. En Saskatchewan, 4 personnes ont été retrouvées mortes dans une résidence de New Dorf, située à une centaine de kilomètres au nord-est de Regina. Les policiers se sont rendus sur place à la suite d'un appel provenant d'une personne inquiète pour les occupants. Les morts sont considérés comme suspectes. À Ottawa, les audiences publiques sur l'ingérence étrangère reprendront demain. La commission d'enquête, menée par la juge québécoise Marie-Josée Hogg, devrait entendre les témoignages de plus de 40 personnes, dont des membres de différentes communautés, des représentants de partis politiques et des responsables des élections fédérales. Le premier ministre Justin Trudeau et des membres de son gouvernement devraient également comparaître lors de cette nouvelle série d'audiences. Un comité des communes convoque le président directeur général de Bell Canada pour qu'il vienne expliquer la décision de l'entreprise de supprimer près de 5000 emplois à travers le pays. Mirko Bibic a été invité 2 fois à comparaître devant le comité permanent du patrimoine canadien depuis le début de l'année, mais les députés affirment qu'il n'a pas été en mesure de le faire jusqu'à maintenant. Bell Canada a justifié ses dernières compressions en février par le peu d'empressement d'Ottawa à aider les médias en crise. Les bourses d'études Perspectives Québec, dont l'objectif est d'atténuer la pénurie de main-d'œuvre, n'auraient pas l'effet espéré. Après le recteur de l'Université de Montréal, d'autres hauts responsables du réseau universitaire et collégial expriment des réserves quant à la pertinence de cette mesure incitative qui a coûté près de 400 millions de $. Le reportage de Fanny Bussière-McNicol. Radio-Canada a colligé des données au sujet des demandes d'admission des 3 dernières années dans l'ensemble des cégeps et 4 universités. Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de hausse marquée de l'intérêt pour les programmes ciblés malgré cet incitatif financier. Au collégial, il y a eu une augmentation des demandes d'admission dans l'ensemble des programmes techniques, mais cette hausse est sensiblement plus faible dans les programmes couverts par les bourses. Le PDG de la Fédération des cégeps, Bernard Tremblay, pense que le gouvernement a des questions à se poser. On a quand même toujours été un petit peu sceptique de la portée des bourses. On sait aussi que c'est un programme qui est coûteux, donc je pense qu'on était tous avides de voir des résultats qui auraient montré un effet majeur sur les demandes d'admission. Ça ne semble pas être le cas. La vice-rectrice de l'Université de Sherbrooke, Christine Hudon, confirme que les bourses n'ont pas d'effet spectaculaire. C'est pas tous les étudiants non plus qui ont envie d'étudier en génie ou en service social. Bourse ou pas bourse, les étudiants ils font des choix aussi en fonction de leurs aspirations personnelles. Christine Hudon rappelle que l'arrivée de ces bourses n'a pas pour autant augmenté la capacité d'accueil des universités dans les programmes ciblés. Le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascal Derry, indique qu'un premier bilan préliminaire sera présenté ce printemps et que s'il y a des ajustements à faire au programme de bourse, ils seront apportés. Ici Fanny Bussière-McNicol, Radio-Canada, Montréal. Voilà, c'était le Radio-Journal. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite de passer une excellente journée. Bulletin du mardi 5, soit le